Monsieur le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, Monsieur le directeur général de la RTNC, distingués intervenants, les professeurs Aoundou et le professeur Mwaka, on se retrouve pour débattre d'une question emblématique au regard de tout ce que nous connaissons dans le cas de notre pays. C'est autour de la cohésion nationale à l'épreuve de l'ethnicité, entre parenthèses tribalisme, qui va faire l'objet de notre discussion. Les intervenants sont les suivants. Nous aurons d'abord le professeur Mwaka Arsène, qui va nous entretenir sur la question de la cohésion nationale en RDC, état de lieu, paradoxes et éléments prospectifs. Il sera suivi du professeur Guy Aoundou, qui va parler de la sociologie politique de l'ethnicité. Et enfin, il sera question que le DG de la RTNC intervienne sur la question des enjeux de l'ethnicité. Après ces trois interventions, il sera question d'un débat collectif, un échange qui va consister à ce que tout le monde puisse mettre un point de vue au regard des idées qui seront développées par les intervenants. Nous passons la parole au professeur, Monsieur le doyen, un mot à dire, je m'excuse pour ça. Je m'adresse aux étudiants. Il y a un peu d'effervescence dans la salle, contrairement à nos deux premières rencontres. Je demande aux camarades haut de se montrer disciplinés comme la fois passée. Merci. Je passe la parole au professeur Mwaka pour la première conférence autour de la cohésion nationale en RDC, état de lieu, paradoxes et éléments prospectifs. Monsieur le doyen, Monsieur le directeur général de la RTNC, Monsieur le chef de département et chers professeurs, nous voulons nous associer à notre collègue Mukulu pour remercier la RTNC et saluer le partenariat qui existe entre la RTNC et le décanat des sciences sociales. Nous voulons dire merci puisque les scientifiques sont privés de parole. Pour passer à la RTNC, il faut payer $700 ou dans d'autres médias plus chers encore. Pourtant, il y a un travail qui est fait ici et dans l'émission de l'université, il y a la contribution de l'université à la marche de notre société. Et donc, du coup, le plus souvent, on dit que les professeurs ne font rien, mais tout simplement puisqu'ils sont privés de paroles et d'action, nous voulons dire merci et souhaiter que ces partenariats perdurent. Notre exposé que nous avons structuré à 3 petites parties. Dans un premier temps, nous allons discuter de la cohésion nationale comme un défi permanent pour un État. C'est une évidence, nous allons discuter des évidences. Dans un deuxième temps, nous allons essayer d'examiner les réalités paradoxales de cette cohésion nationale dans notre pays. Et enfin, nous allons nous pencher sur une réflexion à portée prospective qui nous permet plus ou moins de voir à long terme si nous évoluons tel que nous évoluons, qu'est-ce qui peut arriver, et si on se réoriente autrement, comment cela peut jouer sur ce que nous recherchons nous tous, demeurer un. Et donc nous allons commencer la première partie de notre exposé qui est, comme je venais de le dire, consacrée à la cohésion nationale comme un défi permanent pour un État, en disant qu'au lendemain des indépendances en Afrique, les pères des indépendances avaient souhaité consacrer le premier chantier à la construction même de l'État-nation en Afrique. Ce qui fait que de plusieurs formations politiques que nous étions à l'époque précoloniale, la colonisation a essayé de nous forcer, mais il fallait créer une nouvelle réalité et aller vers ce qui devrait paraître comme naturel, appartenir à une seule communauté nationale. Et ce travail a été bien fait, quelles que soient toutes les difficultés à travers lesquelles on a traversé. Pour nous au Congo,
vous savez qu'on n'a pas fait, à moins d'une année, et même quelques jours, nous sommes tombés dans des épreuves graves, mais le résumé de tout ça, nous pouvons dire la nation congolaise a survécu à toutes les tendances centrifuges qui s'étaient affichées dans la nation, notamment les sécessions, les guerres ethnicistes et tout ce qu'il y avait comme problème à cette période-là. Et quand Mobutu prend le pouvoir, il s'est lancé sur ces chantiers et aujourd'hui, nombreux disent le seul héritage que Mobutu nous a laissé, c'est l'unité nationale. Mais c'est sans souligner que juste dans les épreuves de la transition démocratique des années 90, on a vu rapidement Mobutu vous prévenir qu'après moi ce sera le déluge, puisque lui-même a encore rongé ce qu'il avait fait de bon. Nous avons assisté à des événements malheureux, la chasse aux Kassaïens au niveau du Katanga, on a assisté à une tribalisation progressive de la scène politique, ainsi de suite, et même à sa propre gestion, ce qui fait que plusieurs chercheurs se sont penchés même sur sa gestion. Je peux citer ici à titre illustratif le feu professeur Kabouya, je peux citer Lokane Congo, qui ont essayé de regarder avec des lunettes identitaires la gouvernance de Mobutu. Et vous rappellerez, pour ceux qui lisent, que le professeur Kabouya a dit on a assisté à une révolution paradoxale, c'est-à-dire d'un côté, il y a un discours nationaliste, mais dans la pratique, on observe certaines choses qui dénotent de l'ethnicité. Le professeur Lokane Congo a essayé de démontrer que ce régime était en réalité assis sur une ethnicité et parfois une supra-ethnicité créée dans le parcours où on associe certaines provinces à la gestion de la chose publique pour créer une grande ethnie, en réalité qui n'est pas basée nécessairement sur une langue, sur ceci, mais c'est créé dans la politique. Pour dire, les germes étaient quand même plantés, quand bien même on reconnaît à Mobutu le fait qu'il s'est comporté dans la nation congolaise comme s'il était chez lui. Quand vous allez sur le pont Maréchal au Bas-Congo, vous direz que Mobutu est du Bas-Congo. Quand vous allez dans une autre province comme le Katanga, vous voyez la Gécamine, tel que ça s'est fait et tel que ça a évolué, vous vous dites Mobutu était du Katanga. Quand vous rentrez au Kivu, quand vous voyez l'amour que Mobutu avait pour la ville de Goma, vous direz que Mobutu était Kivusien, ainsi de suite. Donc on peut multiplier des exemples pour montrer qu'il y a eu quand même de bonnes choses, mais à l'épreuve du temps, eh bien, le maréchal a malheureusement lui-même commencé à détruire ce qu'il avait fait de meilleur. Ceci pour dire que l'unité nationale n'est pas une donnée naturelle. On n'est pas dans une donnée naturelle quand on dit nous sommes le Congo, ce que nous sommes aujourd'hui, et que ça restera comme ça. Autant ça a été construit, et certains s'amusent même pour dire que c'est un mariage non désiré. Et donc, autant ça a été construit, autant ça peut se détruire. Et donc, l'unité nationale est à entretenir. L'unité nationale est à protéger. L'unité nationale est à cultiver. Chaque jour qui passe, et c'est à travers justement des faits, à travers des événements, que la culture de cette unité nationale s'est faite autour de ce que nous appelons la cohésion nationale. Il s'agit de resserrer les liens au sein de la communauté nationale pour donner des raisons à ceux qui sont dans cette nation d'avoir la fierté d'appartenir à cette nation. Quand il y a une victoire de l'équipe nationale, quand il y a un Congolais qui invente une chose et qu'on se retrouve à l'extérieur, on rappelle aux autres que j'appartiens à cette nation. Mais quand on dit qu'il y a un député qui parle mal français à la télévision et que c'est sur satellite, ainsi de suite, et qu'on dit les Congolais ne savent pas s'exprimer en français par exemple, tout de suite vous n'avez pas la fierté de dire j'appartiens à cette nation. Ça signifie la cohésion est autour des événements heureux, des événements, des faits qui peuvent vous stimuler, des faits qui vous encouragent. Et c'est cela la réalité de la nation, de l'unité nationale et de la cohésion nationale. Ça demande un travail de chaque jour. Et cela est d'autant plus réel, c'est que l'État trouve sa légitimité dans la nation.
c'est dans la nation que l'État c'est légitime. Autant la nation reconnaît une autorité politique, autant ses actions seront légitimes. Autant la population ne se reconnaît pas dans la nation, autant tout ce qu'il fera de bon ne sera pas reconnu. On le voit dans ces pays, même quand il y a une bonne action, les gens partent saccagés, ils partent, je me rappelle encore de quand le stade des Martyrs était inauguré, c'était sous le ministre, je n'ai pas oublié, le ministre Kiro Kimate, Mobutu n'était pas allé inaugurer, et le même jour, les Banavea, les Bana Imana ont repris les lampes et tout le reste, puisqu'ils ne s'identifiaient pas à cette œuvre qui portait le nom de Camagnola. Il n'y avait pas mariage. Pourtant, c'était un stade d'à peu près 100 000 personnes qui faisait la fierté. On pouvait trouver la fierté à l'intérieur, mais puisque la nation était rongée, nous étions en crise. Les gens ont saboté l'œuvre. Et cela s'observe même de temps en temps jusqu'à aujourd'hui. Passons au deuxième point, puisque nous n'avons que 20 minutes, pour dire il y a des réalités paradoxales dans la cohésion nationale en RDC. Il y a des réalités paradoxales. En faisant l'état des lieux, nous soulignons qu'il faut toujours mettre en tête que la nation est à entretenir, à protéger et à cultiver. Mais au même moment, nous voulons souligner que quand on observe la scène politique d'aujourd'hui, quand on vous met dans le miroir, il s'observe 5 éléments. Moi, j'observe 5 éléments, vous pouvez en trouver 10. Mais j'observe 5 éléments. Avant de revenir sur ces éléments, disons quand même que quand nous disons communauté nationale, nous n'oublions pas qu'il existe des communautés ethniques, il existe des communautés religieuses, il existe des communautés tribales, il existe des familles, il existe même des communautés universitaires. Nous sommes l'Unikine et nous avons la fierté d'être l'Unikine, quelles que soient parfois certaines de nos faiblesses. Quand nous sommes parmi les autres, nous n'accepterons jamais qu'on puisse saper l'honneur de notre université. Ça signifie l'identité est toujours multiple, mais elle est une. Vous avez une identité nationale, mais au-delà de cette identité nationale, vous avez vos propres identités. Et généralement, l'identité nationale s'assoit sur ce qui lui est contradictoire. Quand je dis que j'appartiens à telle ethnie, et qu'on me demande de me reconnaître d'abord comme appartenant à la communauté nationale, à un certain moment, j'ai besoin aussi de légitimer ma communauté primaire. Ça signifie les identités sont une équation en elles-mêmes. Être de la communauté nationale, c'est déjà une équation. C'est pourquoi il faut du travail chaque jour pour que cela rentre dans nos réflexes et qu'on arrive à un moment à ce que Renan appelle plus ou moins l'âme collective, qu'on arrive plus ou moins à ne plus nous poser des questions sur la légitimité et même sur les raisons d'être de notre communauté nationale. Mais ce qui s'observe aujourd'hui, c'est que généralement, dans le quotidien des Congolais, vous attendrez RDC et Loko et Amakasi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une inventivité populaire où les gens cherchent des raisons de croire à une nation et ils disent seulement Toza danger biso. Nous sommes terribles. Nous sommes Eloko et Makasi. Nous sommes une chose extraordinaire, nous, la RDC. Et ces moments existent et c'est des moments qui donnent l'espoir. Et comme je l'ai dit tantôt, vous les sentez quand la nation est menacée. Quand la nation est menacée, alors qu'il y a des moments où on tient des discours ethnicistes pour dire « Vous, les gens de l'Est, vous exagérez, vous bouffez tout notre argent avec vos guerres, et ainsi de suite. » Mais il suffit qu'on dise « Un étranger s'est retrouvé sur le territoire national, c'est toute la nation qui s'élève sans qu'on lui demande. » Et donc, ça, c'est des éléments qui nous montrent qu'il y a quand même une cohésion souhaitée, romantique, et que spontanément, parfois, face à des événements, on l'observe. Il y a aussi des réponses spontanées lors des victoires nationales. Les léopards qui gagnent, ainsi de suite, nous donnent les raisons de sortir. Et parfois, c'est le gouvernement qui veut dire non, attention, pas comme ça. Mais on manifeste la joie.
cela s'observe positivement. D'une manière spontanée, on exprime son nationalisme. On l'a vu même à l'extérieur où quelqu'un critique le pays et le Congolais se lève, il lui donne un coup de poing pour dire tu ne peux pas critiquer comme ça mon pays, parle de ton pays et pas de mon pays. C'est spontané, ça existe et c'est une très grande avancée. Mais il y a ce qui est plus ou moins négatif, c'est qu'il y a des défiances aux valeurs nationales, au défi les valeurs nationales, au défi l'unité nationale. Et cela, c'est à travers les religions, par exemple. J'ai fait mener une étude sur les religions négro-africaines, sur leur conception politique. C'est depuis les années 90, avec des étudiants comme Nzaou, Kitsonitoni et les autres, pour aller vers des mouvements tels que Bundudia Congo, Église des Noirs en Afrique, Église des Noirs, je ne sais pas, spirituelle en Afrique, BMZ et autres, pour essayer de voir quelle conception ils ont de l'État. Et généralement, ces églises travaillent contre les valeurs nationales. Le plus emblématique d'entre eux, c'est le BDK, où le chef spirituel vous dit, bon, le mariage là, c'est un mariage forcé. Il y a un mariage naturel que chacun retourne chez lui. Que faire de ces éléments-là? Faut-il continuer à gérer pour que les gaillards ne soient pas récupérés par une autre force? Faut-il faire quoi? C'est peut-être des éléments de débat autour desquels nous devons discuter. Il y a aussi des éléments qui poussent à défier les valeurs de l'État et même l'unité nationale. C'est l'insécurité persistante. Quand l'insécurité persiste, les gens bricolent leurs forces, parfois ethnicistes, et ils se substituent à l'État. Et ils prêchent, ils donnent un discours anti-nation. Et généralement, la nation est désignée par Kinshasa. On dit Kinshasa na bino wana. Kinshasa. Kinshasa. Quand vous allez dans la plupart de nos provinces, à chaque fois que la gouvernance va mal, vous attendrez les gens dire Kinshasa. Et donc, c'est des éléments pervers qui, pratiquement le plus souvent, essaient un peu de mettre à mal l'unité nationale et même la cohésion nationale. Quatrième élément qui s'observe, c'est des éléments liés pratiquement à une gouvernance qui répond aux plateformes, qui répond aux partis politiques, une gouvernance des provinces, des ethnies, où vous voyez au lendemain de la nomination des dirigeants politiques ou des responsables des affaires publiques, voir les gens passer dans des chaînes de radio et télévision et maintenant dans les réseaux sociaux pour dire « nous les ressortissants de tel endroit, nous telle ethnie, nous soutenons tel ministre qui est le nôtre, il va travailler pour nous. » J'exagère à vouloir dire ça. Et donc, un ministre il est national, mais paradoxalement, on assiste à des gens qui se l'approprient, alors qu'il est nommé pour gérer toute la République. C'est des choses qui s'observent chaque jour, ce qui fait que pratiquement dans le travail destructeur de la légitimité de l'État, vous attendrez aussi l'opposition. Vous dire, bon écoutez, ce pouvoir-là c'est pour les gens de telle langue. Il y a eu un moment où on a dit le code 32, c'est-à-dire de Bangala, et puis après ça a été le gouvernement de Baswahili, après ça a été le gouvernement, je ne sais pas maintenant, de Baluba, et vous verrez un Mouswahili qui parle Chiluba aujourd'hui, dans le bureau, il ne te dira pas qu'il est Mouswahili, il devient Moulouba, et il parle Chiluba parce qu'il a eu la chance de vivre en Bujimaï. Cela s'est passé hier, les Baluba qui étaient au Katanga étaient devenus des Baswahili, et sous Mobutu, on a vu des gens parler lingala à tout moment pour qu'on dise Azan de Koya, Mobutu. Et donc, c'est des effets pervers de la nation qui sortent d'une mauvaise gouvernance, qui n'arrivent pas à s'identifier à la nation, et là où les gens travaillent pour leur coterie, et c'est là qu'émergent les autorités morales pour faire des choses, voilà pratiquement des choses qui se construisent dans la gouvernance. Et pour cela, je voudrais énumérer quelques éléments qui vont être pratiquement ma conclusion, qui nous permettent pratiquement de travailler, puisque je suis en face des futurs dirigeants. Et tous ceux qui me suivent doivent l'exiger aussi des dirigeants politiques. C'est que de un, il faut d'abord la cohésion sociale avant la cohésion politique. Avant la cohésion nationale,
il faut une cohésion sociale. Nous devons avoir les raisons. Quand on vous demande de quitter votre pays, ça ne doit pas être comme aujourd'hui, on passe des nuits de prière pour quitter le pays. Ça ne doit pas être comme ça. Quand on vous dit de quitter le pays, vous devez refuser parce que c'est le seul pays où l'école est, par exemple, gratuite. Là où l'université coûte le prix d'un syllabus d'ailleurs, les frais d'études au Congo, c'est le prix d'un syllabus des autres universités. Et quand on vous dit vous irez étudier là-bas, vous dites non, moi je vais terminer mes études où? Au Congo, je ne vais pas aller payer 40 000 $ l'an, alors que ici chez moi je paye 340 $ et je fais mon année. Je préfère demeurer dans ma nation. C'est-à-dire, il faut se retrouver dans la nation, il faut trouver votre intérêt. Et les dirigeants politiques doivent tout faire pour que ceux qui appartiennent à la nation trouvent intérêt dans la nation. Deuxième élément, c'est l'état de droit comme préalable à la cohésion nationale. L'état de droit. Les libertés fondamentales, quand elles sont respectées et qu'on ne vous trouble pas dans votre pays, vous n'avez pas envie de les quitter. Vous vous associez à ces pays et vous les défendez. Troisième élément, c'est qu'il faut un programme de consolidation de l'unité nationale. L'unité nationale ne doit pas être spontanée, ça ne doit pas être la population qui devient l'ingénieur de la nation. C'est la classe politique qui trouve sa légitimité dans l'unité nationale. Et cette unité nationale qui légitime l'État, et donc l'avenir même de cet État, doit se retrouver chaque jour qui passe dans un programme bien pensé. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'un Makandakabo renaisse. Nous avons aujourd'hui, nous travaillons sur la fierté d'être congolais, la fierté congolaise. Elle a été travaillée dans des laboratoires, travaillée à Makandakabo par des grands philosophes, des grands politologues qui ont travaillé et ils ont élaboré des politiques telles que la politique de l'authenticité. Être fier d'être soi-même, ne pas souhaiter porter d'autres masques, vouloir être autre chose que ce que vous êtes. Ce qui fait que le Congolais, partout vous le retrouverez, il vous mange le foufou, il vous mange le makemba, il vous mange, quand vous êtes dans des pays européens, eh bien, vous verrez même les noms des aliments africains portent des noms congolais. Allez en Belgique, allez en France, c'est des noms congolais. Il y a, je ne sais pas, des maboumou, il y a des soso, il y a ceci, mais là où on parle français, ça signifie il y a eu un travail et ce travail doit continuer. Une minute, l'idéal commun doit être popularisé. On doit nous dire là où nous allons, ce que nous voulons devenir. La représentativité nationale au sein du gouvernement. Le rôle des médias, quand les médias parlent de toute la République, et quelqu'un qui est à Ikela, à Bongandanga, quelqu'un qui est à Sakania, attend qu'on parle des problèmes qui se sont passés chez lui, il se sent appartenir à la nation. Mais quand c'est seulement Kinshasa et puis la guerre, je ne sais pas, du Kivu et tout, les autres nations disent, bon alors, à quoi bon appartenir à cette nation? Avant-dernier élément, c'est la gestion des élections. Doit cesser d'être un conflit quand on veut voter pour les dirigeants. Et résoudre définitivement le problème de légitimité qui a toujours persisté dans cette nation, on doit pouvoir gérer ça de manière consensuelle pour que ça ne soit pas un problème. Et enfin, il faut un entretien quotidien de la nation. Il faut un entretien de l'unité nationale. Les chants de la fierté nationale. Notre hymne, comme notre jeune garçon venait de nous les chanter dans toutes les langues nationales, ça fait la fierté. Il faut un entretien quotidien pour que nous puissions espérer un jour que la cohésion que nous avons tant recherchée sera peut-être là de manière permanente et que nous cesserons de détruire l'unité nationale. Je vous remercie. Je passe la parole au professeur Aoundou. Vous avez 20 minutes également pour développer votre exposé autour de la sociologie politique de l'ethnicité. Vous avez la parole. Chers collègues, je vais en quelques minutes vous présenter mon exposé sur la sociologie politique de l'ethnicité. Et cet exposé est structuré autour de 4 questions. La première question, comment comprendre l'ethnicité? La deuxième, pourquoi la recrudescence du tribalisme dans la période actuelle dans notre pays? La troisième question, où et comment se manifeste le tribalisme en RDC? Et en conclusion, nous allons
répondre à la question de savoir que faire pour mieux gérer les sentiments tribaux ou ethniques dans notre pays. Comment comprendre l'ethnicité? Lorsque nous parlons de l'ethnicité, il faut tout simplement savoir qu'il s'agit d'un certain nombre, d'un ensemble de phénomènes liés à l'ethnie. Et à ce sujet-là, lorsqu'on parle de l'ethnicité, dedans vous trouvez tout ce qui touche à l'ethnocentrisme, le fait que vous considérez votre ethnie comme étant l'unique meilleure ethnie au centre de tout. Les autres n'ont pas droit d'exister. Là-dedans, il y a ce qu'on appelle l'ethnocide, lorsqu'on travaille pour détruire ou faire disparaître une autre ethnie. Vous avez entendu parler, par exemple, en Birmanie, avec les Rohingyas, ils sont pourchassés à cause de leur identité ethnique. Nous avons l'ethnisme ou, autrement aussi, le tribalisme, le fait de vouloir, de voir au milieu de plusieurs identités, au milieu de plusieurs groupes, il n'y a que votre ethnie, votre groupe ethnique ou bien votre groupe tribal qui mérite tous les avantages. Donc, donner priorité chaque fois au nous par rapport aux autres. Donc, les autres n'ont pas droit de bénéficier de quelque chose, c'est plus votre propre communauté qui doit jouir de tout. Nous avons le népotisme lorsqu'on donne priorité à sa famille. Nous avons le clanisme, nous avons aussi le régionalisme. Et tous ces éléments-là rentrent dans le concept ethnicité. Donc, tous les phénomènes attachés à l'ethnie, lorsque je parle ethnie ici, essayez aussi de mettre en tête qu'il s'agit aussi des tribus. Donc, les tribus, c'est un sous-groupe au sein de l'ethnie. Alors, pour comprendre l'ethnie, il y a deux manières de la définir. Une première manière, c'est que l'ethnie est comprise par rapport aux critères partagés. Donc, il y a un certain nombre de critères communs que partagent les membres d'une société ou d'un groupe. Il peut s'agir de la langue, le fait de parler la même langue, le fait d'avoir les mêmes coutumes, le fait d'avoir un même ancêtre commun. Et en ce moment-là, les gens vont s'identifier comme étant d'une même origine ethnique ou même origine tribale. Ça, c'est la première manière de définir l'ethnie. La deuxième, c'est lorsque on comprend l'ethnie comme étant un ensemble de relations, donc des interactions qui sont bâties dans un groupe. Et cette relation-là, persistante au sein d'une communauté, amène les gens à cultiver le sentiment d'appartenance commune. Donc les gens se sentent d'un même groupe, d'une même origine, le fait d'avoir vécu ensemble, d'avoir connu un certain nombre d'événements ensemble, heureux ou malheureux. Et à partir de là, ils se disent, nous appartenons à une même ethnie. C'est comme ça que vous verrez dans notre pays, parfois on considère la région comme étant aussi une ethnie, un élément de l'ethnicité, lorsque les gens s'identifient comme étant Katangais, comme étant Kassaïens. Ça, c'est le régionalisme, mais qui est construit, élevé au rang d'une identité ethnique. Donc, on voit bien que cette deuxième perception de l'ethnie, c'est ce qui nous intéresse le plus. L'ethnie est une construction sociale, comme venait de le dire aussi mon prédécesseur, c'est une construction. Donc, le fait d'avoir construit cette identité-là, ces sentiments d'appartenance à un même groupe, cela crée une illusion. Illusion, c'est que les gens se pensent être d'une même origine. Pourtant, si vous entrez dedans, vous allez vous rendre compte qu'ils ne le sont pas. Mais le fait d'avoir eu cette illusion-là, ça a été construit à travers des expériences de la vie et de la société, ils s'identifient comme étant d'une même origine ethnique. Et dans ces cas-là, l'ethnie, pour que ça tienne, il faut qu'il y ait une idéologie ethnique qui solidifie cette illusion. Et c'est comme ça que vous verrez, au niveau de la manipulation des identités, il y a toujours une idéologie qui accompagne cela. Nous, les Bangala, nous sommes des braves. Nous, les Baluba, nous sommes les plus intelligents. Ce sont des idéologies qui viennent solidifier
l'identité ethnique que veulent brandir un groupe, une communauté. Partant de là, on voit bien que l'ethnie devient malléable. Donc, on peut lui donner les sens qu'on veut selon ses intérêts. C'est à ce niveau-là que les hommes politiques interviennent pour pouvoir manipuler l'identité ethnique ou l'identité tribale par rapport à ses intérêts. Et en ce moment-là, il peut utiliser l'identité tribale pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Ainsi, il va dire moi je suis de votre, moi je suis du Kasaï, et pourtant quand vous allez dedans, vous allez vous rendre compte que les Kasaï dont il parle, il est de la périphérie du Kasaï. Il ne peut même pas être considéré véritablement comme Kasaïen. Mais, par la malléabilité de cette identité-là, l'instrumentalisation dont on en fait, il arrive à se présenter comme étant de cette origine-là et à avoir les voix des membres de ces communautés. De la même manière aussi, les citoyens ou les électeurs ayant aussi compris que cette identité-là peut permettre de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, et aussi, de leur côté, ils vont aussi approcher les dirigeants pour dire « je suis de chez vous, je suis de votre origine ethnique, puisque nous parlons la même langue, puisque nous avons un certain nombre d'éléments de référence communes, et en ce moment-là, il faut aussi me donner un certain nombre de privilèges par rapport à d'autres. » C'est comme ça que l'identité ethnique, ressortant de la société, ça va prendre d'autres dimensions pour pouvoir donner chaque fois priorité au nous par rapport aux autres. Donc, ceux qui ne sont pas de notre communauté ne doivent pas bénéficier des mêmes avantages que les autres. Donc, le tribalisme renaît de cette manipulation et cela est utilisé comme une arme politique de conquête ou de conservation du pouvoir. Pour aller vite, la deuxième question sur laquelle on doit tabler, c'est pourquoi la recrudescence du tribalisme dans la période actuelle dans notre pays. Nous devons comprendre que le combat politique n'est plus seulement un combat partisan, il est devenu aussi un combat ethnique. Et à ce niveau-là, le tribalisme fournit aux citoyens un cadre favorisant deux éléments. Donc, s'il y a recrudescence, c'est à cause de deux éléments. Le premier élément, c'est que le tribalisme permet une appropriation identitaire de l'État. Donc, le fait que tel groupe ou les leaders de tel groupe accèdent au pouvoir, il s'est dit, ah, c'est maintenant aussi notre tour de manger et l'État nous appartient. Nous devons bénéficier de tout au sein de l'État. Et cela n'est pas parti de la période actuelle, puisque depuis toujours, dans notre histoire, même dans notre système politique, l'État est toujours attaché au groupe, est toujours attaché aux individus. C'est là depuis la colonisation. Celui qui représentait l'État sous la colonisation, c'était un Mundele, Boulamatari. Lorsqu'on parlait de l'État, on voyait un blanc. Et en ce moment-là, l'État avait l'identité raciale. C'était la race. Par la race, on passait pour voir l'État, pour matérialiser l'État, pour bénéficier de l'État. Et quand on va accéder à l'indépendance, ça ne sera plus l'identité raciale, puisque ce sont les Congolais qui prennent le pouvoir, ça sera maintenant l'identité ethnique ou tribale des dirigeants qui accèdent au pouvoir. Et c'est comme ça que ceux-là vont utiliser cette identité-là pour conserver le pouvoir, mais aussi au même moment pour pouvoir faire bénéficier cela leur communauté. Donc leurs groupes, leurs ethnies, leurs tribus vont se dire aussi que comme vous êtes là, vous nous représentez, nous nous voyons en toi. Ceux qui sont au pouvoir se disent, nous avons aussi une communauté que nous devons servir. Et cette communauté-là se dit aussi, nous avons quelqu'un de notre pouvoir, nous devons le soutenir puisqu'il doit nous prioriser par rapport aux autres. Ce qui fait que, deuxième élément, l'identité ethnique ou bien l'identité tribale devient aussi un élément d'opposition à l'État lorsque
on ne se retrouve pas par les dirigeants. Donc les dirigeants qui sont là, quand ils ne sont pas de votre ethnie, de votre communauté, de votre tribu, vous dites ce n'est pas notre pouvoir, donc nous devons résister à cela. Donc, partant de ces deux éléments-là, on va se rendre compte que ceux qui sont au pouvoir s'approprient l'État, ceux qui sont dans l'opposition s'opposent tout simplement puisqu'ils n'ont pas leurs dirigeants qui sont à la tête des institutions. Et lorsque on se retrouve avec un pouvoir autoritaire qui cherche maintenant à restaurer l'autorité de l'État vis-à-vis de ceux qui s'opposent, il y a beaucoup de risques qu'on tombe dans des insurrections, des rébellions, puisque ceux-là vont tout faire pour faire échapper leur espace de vie sous le contrôle de ceux qui sont là comme dirigeants qui ne sont pas de leur groupe ethnique. Et ça, c'est un très grand danger sur lequel nous devons vraiment veiller. Puisque les marxistes disent que toute population qui arrive à remettre en cause l'autorité de l'État parvient aussi au même moment à faire échapper son espace de vie du contrôle de ces autorités-là. C'est comme ça qu'ils parleront de l'État comme étant un élément d'identité des classes, les classes sociales, les riches et les pauvres, les bourgeois et les prolétaires. Donc, on se rend compte que par l'identité de ceux qui dirigent, l'État peut perdre certaines capacités, puisqu'on les conteste tout le temps, et en ce moment, l'État est délégitimé. Et quand l'État est délégitimé, rappelez-vous de ce que mon prédécesseur venait de dire tout à l'heure, que la nation doit se construire, et c'est la nation qui légitime l'État. Mais lorsque la nation, les éléments constitutifs de cette nation, y compris les groupes ethniques, commencent à contester l'État, l'État se délégitime, et en ce moment-là aussi, il y a des risques que la nation connaisse des problèmes. Donc, l'identité ou les identités ethniques, les identités tribales, constituent des symboles, mais ce sont des symboles très importants dans le fonctionnement d'un État, dans le fonctionnement d'un système politique. Donc, si dans notre pays, nous ne prenons pas en compte ces symbolismes, nous pourrons mettre l'État en danger. Troisième question, où et comment se manifeste le tribalisme dans notre pays? Nous prenons, premier élément, c'est par les partis politiques et les associations. Vous voyez déjà la composition de nos partis politiques. Bien que la loi sur les partis politiques, les fonctions des partis politiques, exige à ce qu'il y ait la représentativité nationale, mais on se rend compte que parfois ceux qui sont associés pour signer la déclaration d'existence d'un parti politique, ils ne sont que des fictifs. Et ces partis-là qui existent ont la tendance d'être plus mono-ethniques, même si au niveau des textes, on retrouve plusieurs dirigeants. Et cela est aussi observable dans les lieux d'implantation de ces partis. Le plus souvent, les partis sont les plus implantés dans les lieux d'origine de leurs leaders, plutôt qu'ailleurs. Donc c'est aussi un travail où on doit énormément travailler, puisque les partis qui accèdent au pouvoir, en étant composés essentiellement d'un groupe ethnique identifiable, cela l'amènerait aussi à donner priorité beaucoup plus à ceux qui sont ses membres. Et en ce moment-là, le tribalisme prend le dessus, parfois sur le sentiment national. Il y a aussi, à travers un autre élément qui amène à rehausser le tribalisme, c'est les pratiques courantes de gestion. La manière dont l'État est géré. L'État est devenu un produit des réseaux. Les réseaux ethniques, les réseaux politiques. Finalement, ceux qui ne font pas partie de ces réseaux-là ne se retrouvent pas. Et ceux qui sont du réseau, les réseaux tribaux, on arrive facilement à passer et à percer. Et quand les autres voient de tels comportements se reproduire, persister, et en ce moment-là aussi, ils peuvent remettre en cause l'existence même de l'État. Un autre élément, c'est que l'État est confondu
par rapport toujours aux pratiques sociales, l'État est confondu aux dirigeants. Et du moment que l'État est confondu aux dirigeants, derrière ces dirigeants-là, il y a des communautés ethniques, il y a des communautés politiques. Et le fait que les communautés politiques soient essentiellement aussi ou fondamentalement des groupes ethniques, et cela fait que l'État, qui est identifié par les dirigeants qui est là, est aussi automatiquement identifié par les groupes ethniques du dirigeant qui dirige. Ce qui fait que à un moment donné, selon que nous changeons de dirigeants, l'État aussi change d'identité. Il devient l'État de Bakongo, Première République, l'État de Bangala, Deuxième République, l'État de Baswahili, l'État de Baluba, ainsi de suite. Et cet élément-là pousse ces dirigeants à avoir tendance à prioriser beaucoup plus les gens de leur origine ethnique. Et finalement, l'État devient l'objet même de compétitions entre les élites par rapport à leurs origines ethniques. Donc, c'est comme ça que pendant la campagne, les gens vont descendre dans leur terroir ou même pour mobiliser les gens, nous devons prendre le pouvoir. Quand il dit nous devons prendre le pouvoir, ce n'est pas par rapport à telle origine et par rapport à telle idéologie politique, mais par rapport à leur identité d'origine. Un dernier élément aussi, par où on voit la recrudescence du tribalisme, de l'ethnicité dans notre pays ces derniers temps, c'est à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un nouvel espace public. Quand je parle d'espace public, c'est en termes politologiques. C'est un peu les lieux de liberté, les lieux de discussion, où les gens peuvent échanger, peuvent discuter et émettre des avis sur des situations qui concernent leur société. Mais on s'est rendu compte que ce nouvel espace public n'est pas seulement un espace, un lieu de liberté, mais aussi les lieux de confusion. Les lieux où tout est permis, où on retrouve ceux qui ne connaissent rien peuvent contester des savants. On trouve dans les réseaux sociaux ceux qui ne sont pas chrétiens parler de christianisme comme s'ils étaient chrétiens. Et finalement, même les extrémistes, les xénophobes en ont aussi profité. Ils peuvent entrer dans les réseaux sociaux, puisqu'on ne les voit pas, parfois même derrière son clavier ou son smartphone, il va écrire tout ce qu'il veut par rapport au tribalisme pour soutenir tel ou tel autre groupe. Et finalement, on voit qu'au lieu de gérer cette identification aux origines ethniques puisse être un élément de cohésion, mais ça devient maintenant un élément de contestation, même de combat, puisqu'on sait déjà que quand tel intervient, on sait que même sans connaître son nom, on dit non, tel qu'il réagit, il doit être de telle origine. Et c'est un élément où les réseaux sociaux est devenu vraiment un lieu où on est en train d'exacerber les tribalismes dans notre pays depuis un certain temps. En conclusion, pour répondre à la dernière question, que faire pour mieux gérer les sentiments ethniques ou tribaux? La première chose qu'on doit savoir, c'est que l'identité ethnique est flottante. Donc, quelqu'un peut se déclarer de telle identité aujourd'hui et demain renier cette identité-là et prendre une autre identification. Et ceux qui ne perçoivent pas bien les choses, ils peuvent facilement dire que non, partant de vos origines, vous contestez ou vous ne voulez pas tel pouvoir. Vous parlez tout simplement puisque vous ne nous aimez pas. Donc, le tribalisme ou l'ethnicité est présenté comme étant un combat d'arrière-garde pour saper les efforts de ceux qui sont au pouvoir en place. Et pourtant, si on regarde bien, ces revendications-là aussi à travers les identités, ce sont des demandes. Ce sont des demandes formulées par les gens d'autres communautés, des demandes de négociation et de partage des richesses du pays. Quand ils invoquent leurs identités, c'est une manière de dire, monsieur, oui, vous êtes de telle origine, mais il n'y a pas, au Congo, il n'y a pas que cette origine-là. Il y a aussi d'autres origines qu'il faut intégrer et nous aussi, nous avons droit à quelque chose. Donc, il faut partager le pouvoir avec tout le monde.
Un deuxième élément qu'on doit savoir, c'est que l'ethnicité est reléguée à un statut informel. Et en étant reléguée à un statut informel, dans notre pays, il n'y a pas une législation formelle pour gérer les identités ou les ethnies par rapport à la gestion de l'État. Et finalement, comme cela n'est pas formalisé, cela amène à une série de crises multiformes de l'État. Et quand on entre dans ces crises-là, même certaines crises politiques que nous connaissons, au juste, ce ne sont que des crises identitaires. Et si on sait gérer ces problèmes identitaires, ces crises-là vont aussi disparaître. Pour résoudre ce type de crises et même de problèmes, sous la Deuxième République, le président Mobutu avait préconisé ce qu'il a appelé les quotas ethniques ou les quotas régionaux. Chaque groupe doit être représenté au prorata de sa démographie au niveau des institutions. Sous la transition, on a eu à établir un principe qu'on a appelé le principe du partage équitable et équilibré du pouvoir. On ne peut pas partager le pouvoir si on ne tient pas compte de deux éléments. Les partis politiques ou les plateformes politiques et aussi les provinces. Donc il y avait deux niveaux de partage de pouvoir que les hommes politiques réalisaient. Ils se réunissent au niveau des plateformes, ils se partagent, et puis ils redescendent. Même ceux qui étaient des opposés, quand ils se retrouvent au niveau de la province, ils deviennent des frères, ils discutent encore comment partager le pouvoir. Donc il y avait ces deux niveaux, et je pense que pour gérer les problèmes des identités ou du tribalisme chez nous, on doit arriver à appliquer ce que j'appelle la discrimination positive à la congolaise. Donc, créer une discrimination positive, n'est pas chercher tout le temps à prioriser un groupe ethnique ou un groupe tribal par rapport à d'autres, mais essayer chaque fois-là d'assurer une représentativité de presque tous les groupes ou bien les grands groupes du pays dans les institutions, et cela pourrait apaiser un tout petit peu la recrudescence que nous sommes en train d'observer ces derniers temps. Voilà, et pour le reste, on reviendra dans les débats. Merci beaucoup. Je passe la parole pour terminer cette série de conférences au DG Freddy Molumba de la RTNC, qui va nous entretenir sur les enjeux de l'ethnicité. C'est le DG, vous avez la parole. Vous avez aussi 20 minutes comme les autres. Merci beaucoup, professeur. Je pense que le moment est arrivé que les hommes de science s'adressent aux hommes politiques. Je suis journaliste, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier. J'ai constaté que dans la plupart des cas, ce sont des politiciens qui discutent sur les questions du pays. Et les intellectuels sont écartés. Or, quand un politique parle, il fait des calculs. Comment accéder au pouvoir. Mais si la question est traitée par un intellectuel, c'est pour rechercher la vérité et la dire même si elle dérange. Voilà pourquoi, avec des amis, nous avons décidé qu'on collabore il y a une collaboration entre l'université de Kinshasa, les facultés de sciences politiques, et l'RTNC. Et ce n'est pas la première fois. En 2012, je pense que les profs moi se rappellent, on a fait une grande conférence ici sur la balkanisation. Et grâce à cette conférence, je pense que ceux qui pensaient couper le Congo en morceaux ont reculé. Donc si on veut sauver le Congo aujourd'hui, il faut passer par l'UNIKIN. Ici, j'interviens comme politologue, chercheur indépendant. J'ai pris des ouvrages. Les premiers, c'est sous la direction de Jean-Louis Ancel et Elie Kambokolo, au cœur de l'ethnie. Et le deuxième, c'est les ethnies ont une histoire sous la direction de Jean-Pierre Chrétien et Gérard Prigné. Et j'ai fait aussi appel à l'histoire de notre pays en lisant aussi Mabika Kalanda et les autres pour soutenir mes arguments. Le tribalisme ou l'ethnicité est un fléau qui ronge la société congolaise à tous les niveaux. En réalité, il s'agit de conflits d'ordre politique, économique, social et foncier. Faute de mécanismes de résolution de ces conflits,
faute des règles de jeu politique, économique, bref, faute d'un État moderne et démocratique, ces conflits s'expriment à travers les canaux dits ethniques ou tribaux. Pour comprendre l'essence qu'on donne aux conflits ethniques, il convient d'abord d'éclairer l'opinion sur les concepts ethnies. Pour bien cerner ou pour faciliter la compréhension de la genèse de l'ethnie au Congo, l'évolution de l'ethnicité dans les centres urbains ou industriels, afin d'avancer certaines considérations liées aux voies de sortie. Premier point, les concepts ethnies. Ces concepts ethnies datent de la période où la civilisation grecque était à son apogée. À l'époque, les Grecs opposaient les Éthènes, singulier ethnos, et les polis, cités. Les Éthènes constituent les sociétés qui relevaient de leur culture, mais auxquelles manquait l'organisation en cité-État. Pendant longtemps, on n'a établi aucune distinction entre les populations européennes et les tribus du reste du monde, qui étaient désignées du terme des nations. C'est avec l'apparition de la nouvelle science anthropologique au Xe siècle, dominée par les données essentielles d'un strict évolutionnisme d'inspiration darwinienne, hérité des siècles de lumière, que le sens ancien du mot ethnie a été repris par les théoriciens modernes. En effet, les contes de Gobineau, dans l'essai sur l'inégalité des races humaines, publié en 1854, utilisa l'adjectif ethnique en référence uniquement à une problématique raciale. C'est Georges Vacher de Lapouge qui a écrit Les sélections sociales en 1896, qui fut le premier à introduire la notion d'ethnie dans la langue française. À la place de termes tels que race, peuple, nation ou nationalité, qu'il a jugé impropres, il leur substitue ceux d'ethnie, les premiers vocables lui semblant plus corrects et les seconds plus faciles à prononcer. Le terme ethnie est souvent traduit par tribu ou par état tribal. Les deux termes ethnie et tribu ont une signification en français apparemment voisine. Mais le second a acquis dans la littérature anthropologue anglo-saxonne un sens particulier. La tribu désigne, chez les anthropologues anglo-saxons, un type d'organisation sociale propre, c'est celui des sociétés segmentaires. Quant à la définition donnée par les anthropologues, on entend par ethnie ou tribu un groupe humain ayant une langue, un espace, des coutumes, des valeurs, un nom, même une même ascendance et la conscience qu'ont les acteurs sociaux d'appartenir à un même groupe. Cette définition entachée, selon Jean-Loup Ancel et Elie Kambokolo, d'ethnocentrisme et est tributaire de la conception de l'État-nation telle qu'elle a pu être abordée en Europe. Le dénominateur commun de cette définition générale de l'ethnie correspond en définitive à l'idée d'un État-nation à caractère territorial, d'un État au rabais. Distinguer en abaissant était bien la préoccupation de la pensée coloniale. De même qu'il était nécessaire de trouver les chefs, de même qu'il fallait-il trouver au sein du magma des populations congolaises des entités spécifiques. Le concept d'ethnie, avec ses ambiguïtés, a été adopté par beaucoup d'ethnologues qui étaient confrontés en cela par la politique des administrateurs coloniaux en Afrique et en Asie, dont la préoccupation principale concernait l'identification des races. Deuxième point, genèse des ethnies en RDC. Après la conférence de Berlin de 1885 sur le partage de l'Afrique, les frontières ont été tracées sans tenir compte des réalités sociopolitiques précoloniales. Le roi Léopold II reçut des grandes puissances, le Congo, où il construit pour la première fois un État, qu'on appelait
l'État indépendant du Congo. Pour mettre son entreprise en valeur, le roi Léopold II organisa une administration dans le but de sédentariser les populations indigènes dans les frontières tracées à la conférence de Berlin. Ainsi, de 1891 à 1949, l'administration tenta de regrouper les populations congolaises en les désignant par des catégories communes afin de mieux les contrôler. Cette organisation administrative avait pour l'objectif de créer des entités homogènes. Ainsi, les noms de l'ethnie ou la tribu étaient inscrits sur les formulaires et les pièces d'identité. Selon Elie Kambokolo et Jean-Louis Ansen, ce phénomène prendra essentiellement 3 formes. La première forme, c'est la création des ethnies. La deuxième, la transposition des noms utilisés avant la colonisation à des contextes nouveaux. Et la troisième, la transformation d'unités politiques ou de toponymes précoloniaux en ethnies. En ce qui concerne la création des ethnies, on peut dire qu'il existe celles dont aucune source orale ou archéologique ne peut attester, et dans la plupart des cas, elles sont la création pure et simple de la colonisation. C'est le cas des Bangala. Jean Tanche, qui est un anthropologue belge, note que le terme Bangala est donc une création européenne. Il est une transformation d'un seul terme existant, Mongala. Celui-ci est le nom de plusieurs villages dans les contrées dites Bangala. De son côté, Kraforiong qualifie les Bangala comme une ethnie artificielle. Un autre cas de création d'ethnie est celle remarquée dans le Maniema. Benoît Verhagen note qu'au Maniema, contrairement aux autres districts du Kivu, la chefferie n'est pas une identité politique traditionnelle à laquelle correspondait une conscience de solidarité ou d'identité politique. Celui-ci ne dépasserait pas les clans ou les villages. La plupart des chefferies ont été créées par les colonisateurs. Ce sont ces chefferies qui ont été reprises par les ethnologues. Il en va de même de l'ethnie Lulua. Mabika Kalanda a démontré que la dénomination Lulua s'est généralisée après l'occupation coloniale et grâce à elle. Ce qu'on appelle Lulua ne sont que la première vague des immigrants de l'ancien empire Luba du Katanga. À propos de la transposition des noms utilisés avant la colonisation à des contextes nouveaux, le professeur Ngoma a démontré comment certains noms ont été utilisés par les administrateurs coloniaux pour identifier certaines populations. C'est le cas de l'ethnie Manyanga, qui fut le nom du marché très connu et très ancien où s'est ravitaillé Stanley et sa suite lors de leur séjour aux chutes d'Mpioka en 1881. Ce surnom donné alors aux habitants du pays demeura pour qualifier les anciens Sundi. Il en va de même d'Ndibou. Ce sobriquet date des années 1890, lors de la construction du chemin de fer du Bas-Congo Matadi-Léo. Il fut donné par les autres Congos parce que les gens de cette région répétaient souvent Dibou, Divu, pour dire n'est-ce pas ou c'est vrai. Quant à la transformation d'unité politique précoloniale en ethnie, il faut dire que la désintégration d'un royaume ou d'un empire qui a eu un pouvoir centralisé laisse généralement un grand nombre de petites unités politiques autonomes de fait. Parmi les ethnies inventoriées par Yann Vassina, dans l'introduction à l'ethnographie congolaise, on retrouve 3 noms qui portaient 3 provinces de l'ancien empire Congo. Ainsi, la province de Bata a été identifiée à l'ethnie Bata. La province de Pangu a été identifiée à l'ethnie Pangu ou Tandu. La province de Sundi a été identifiée à l'ethnie Sundi.
les populations de l'ancien empire Lunda, ou en ethnie Lunda, les populations du royaume Kuba, en ethnie Kuba. Cependant, les anciens colonisateurs n'étaient pas les seuls à créer des ethnies. Les Congolais aussi sont devenus maîtres en création des ethnies. C'est le cas de la division ethnique Mutombo et Katawa au Kasaï occidental, lors du conflit opposant Guillaume Lubaya à Mukenga Barthélemy, de Bena Muto à Mukuna et Bena Chibanda au Kasaï oriental, lors du conflit politique opposant Ngalulam Pandangila à Albert Kalonji. Ces deux couples étaient en compétition pour le contrôle politique de leurs provinces respectives. En somme, ces ethnies ou tribus, créées par les colonisateurs, imitées par les élites congolaises, seront intériorisées par la population qui en fera un instrument idéologique de détermination sociale. Troisième élément, enjeu du tribalisme ou de l'ethnicité. La création des centres urbains, industriels et miniers avait suscité une nouvelle expression de l'ethnicité ou du tribalisme. En effet, dans les centres urbains, industriels et miniers, l'administration coloniale et les sociétés avaient regroupé les indigènes sur base ethnique. Ainsi, les associations tribales créées à cet effet ont été autorisées à jouer le rôle d'intermédiaire. Ce nouveau rôle confié aux associations tribales va inaugurer une nouvelle forme d'expression différente de celles qu'on peut trouver au village. Dans les villages, l'ethnicité suppose une participation à un système effectif et à la vie journalière avec les membres de l'ethnie, souligne Crawford Young. Cette participation permanente est basée sur les besoins sociaux présents et non sur un conservatisme pur et simple. Par contre, dans les centres urbains, une nouvelle forme d'ethnicité se développe. Il ne s'agit pas là d'un groupe structuré sur un canevas déterminé, mais d'un réseau de solidarité à la limite ethnique. Les citadins révèlent leur origine par la langue qu'ils utilisent, la façon de vivre, ce qui leur permet de classer leurs voisins et connaissances dans des catégories qui déterminent la façon de se comporter les uns vis-à-vis des autres. À cette nouvelle forme d'ethnicité ou de tribalisme, plusieurs conflits ont éclaté au sein des communautés indigènes vivant dans des centres urbains. 4 causes peuvent être à la base de ces conflits. Il s'agit de frustration psychologique, de la modernisation de la vie, du processus politique et de la nature de l'État congolais colonial et post-colonial. En ce qui concerne les frustrations psychologiques, il faut souligner que durant la colonisation, les administrateurs ont attribué des étiquettes de supériorité ou d'infériorité à certaines ethnies. Supérieures quand elles acceptaient facilement la pénétration et les idées européennes. Inférieures ou médiocres celles qui les rejetaient. Les ethnies qualifiées de supérieures traitaient les inférieures avec beaucoup de mépris. Ce sont ces qualificatifs qui ont été exploités dans les conflits opposant les Bakongo au Bangala, à Léopoldville, les Baluba au Loloa, à Luabu, les Mongo au Gombe, à Mbandaka, les Kasaïens au Katanga, les Tutsis au Hutu, au Rwanda. Quant à la modernisation de la vie, il faut dire que l'accès aux avantages sociaux et économiques a suscité certains conflits entre les communautés. C'est le cas des conflits entre Kasaïens et les Katangais au sein de la Gécamine. À propos du processus politique, il faut relever que celui-ci implique des conflits qui ont trait à la fois à des avantages matériels, à des positions sociales et à des principes moraux. Et l'évolution d'un ennemi menaçant peut aider à s'assurer l'appui de ses cibles potentielles. Note Mireille Edelman.
C'est dans ce contexte que les leaders politiques, qui nourrissent quelques ambitions, découvrent que les moyens les plus rapides et les plus sûrs de s'attirer des partisans consistent à tenir des discours tribalistes alarmants. C'était le cas aux élections communales en 1957 et provinciales et législatives en 1960. C'est sur base de l'appartenance ethnique qu'on demandait aux électeurs de se rallier au processus politique. Par ailleurs, la politique de découpage territorial et le déplacement des populations par l'administration coloniale a créé des conflits fonciers entre les transplantés et les premiers occupants. C'est le cas de Benanchimba et Benakapuya au Kasaï oriental. En définitive, on peut être d'accord avec certains anthropologues. Il s'agit de Mercier, Gluckman, Lombard et Clar, cités par Jean-Loup Ancel, qui montrent que le tribalisme dont on peut s'abreuver à satiété dans les médias lorsqu'ils traitent de l'Afrique est toujours signe d'une autre chose, le masque de conflits d'ordre social, politique et économique. Les derniers points, ce sont des considérations générales. De ces genèses aux enjeux du tribalisme au Congo, certaines observations peuvent être avancées. Contrairement aux idées reçues, la tribu ou l'ethnie n'est pas une identité politique stable et définie dans le temps. Selon Jean Vassina, les ethnies ou tribus naissent et meurent, et cela même sans déplacement de population ni changement important dans les cultures objectives des communautés qui les composent. Jean-François Bayard remarque que l'ethnicité ou le tribalisme est un processus de structuration culturelle et identitaire plutôt qu'une structure donnée. Et le tribalisme ou le régionalisme n'est pas en soi une force politique, c'est un canal par lequel se réalise la compétition en vue de l'acquisition du pouvoir, des richesses et d'un statut. Par ailleurs, le tribalisme est le résultat de l'échec dans la construction de l'État. Au sein de l'État colonial construit par Léopold II et l'État patrimonial construit par Mobutu, sur la fin, la majorité de la population a été exclue des affaires publiques. Dans ces conditions, l'individu choisit d'ignorer le pouvoir du prince et les institutions centrales pour s'investir au contraire dans sa propre communauté d'appartenance où il trouve sécurité et confort que l'État n'est pas capable de donner. Ça, c'est Jean-François Bayard avec Bertrand Badi. Pour terminer, je peux vous dire que le problème tribal, tout comme le tribalisme, l'ethnicité, c'est quelque chose qui a été une construction. On peut construire et déconstruire. Tout dépend de la qualité des élites politiques et économiques et intellectuelles. Donc, avec la situation politique que nous connaissons aujourd'hui, je pense que l'Université de Kinshasa a un devoir d'éclairer l'opinion publique, d'éclairer les hommes politiques et d'aider notre peuple à savoir identifier ses intérêts pour éviter la confusion dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je vous remercie. Zambi wakatunanga wakatupesha bubanshi bwose kwa panshi kwa mwisho mwa blobe